Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des bâtisseurs d'impact. Aujourd'hui, nous allons recevoir un homme qui impacte des nations, un homme qui cumule plus de 3 millions d'abonnés à travers ses réseaux sociaux, qui réussit dans l'entrepreneuriat et qui nous a également partagé, fait vivre en direct parfois ses échecs ou ses défis. C'est une personne qui nous partage aujourd'hui ses secrets de réussite, qui nous explique comment il travaille son mindset au quotidien et qui nous fait aller à un autre niveau. Alors, dans cette entrevue, je t'invite à rester jusqu'à la fin parce que tu vas pouvoir dénicher des pépites durant tout le contenu. Mais avant de commencer, j'aimerais me présenter. Mon nom est Christelle Guening. Je suis courtière hypothécaire au résidentiel et au commercial au Canada. Au quotidien, j'aide les personnes à investir dans l'immobilier, à acquérir leurs biens immobiliers, que ce soit leur résidence principale ou des biens locatifs. J'aide également des entrepreneurs à obtenir des financements immobiliers pour leur entreprise, pour acquérir des fonds de commerce et même construire des immeubles à revenus. Donc, c'est ce que je fais au quotidien et si jamais vous avez ce besoin-là, vous aimeriez en savoir plus sur le financement immobilier, l'investissement, les secrets, les stratégies, n'hésitez pas à vous abonner et bien sûr, aimer cette vidéo si vous allez apprécier le contenu. Sans plus tarder, on va passer à notre invité du jour qui est nul autre que Philippe Simon. Bonjour Philippe et merci pour ta présence ici parmi nous aujourd'hui. Tu viens juste d'atterrir à Montréal et Yes. tu nous as fait le privilège de venir partager de ton expérience et de ton histoire avec nous. Merci à toi, Christelle, pour l'invitation, ça fait plaisir. Alors Philippe, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter? Oui, je suis un entrepreneur de la diaspora. Comme beaucoup de gens, je pense, hein, enfin, de la diaspora. Je suis né, j'ai grandi au Cameroun, je suis allé faire mes études en France. Et puis au bout d'un certain temps, j'ai compris que mon impact serait beaucoup plus grand si je travaillais avec l'Afrique. Donc j'ai quitté une carrière plutôt intéressante d'ingénieur dans le nucléaire pour me consacrer aux affaires. Et donc, depuis lors, j'investis aujourd'hui entre le Cameroun, la Côte d'Ivoire, bientôt le Sénégal et d'autres pays, dans plusieurs secteurs, automobile, immobilier, notamment formation, et d'autres choses à venir, dont je ne parlerai peut-être pas pour le moment, parce que c'est encore dans les backstage. Ouais, globalement, je suis un entrepreneur passionné d'Afrique, père, époux. Ouais, voilà, c'est déjà pas mal. Ah oui, ça fait déjà plusieurs casquettes, hein, on s'entend. Mais tu sais, Philippe, comment je t'ai découvert? C'était lors de l'événement que tu avais perdu ta maman et je suis tombée sur la vidéo. Et suite à ça, j'ai scrollé le fil de ton actualité et j'ai vu que tu parlais beaucoup d'entrepreneuriat, tu parlais d'élevage, tu parlais même d'immobilier en France à ce moment-là. Euh, Comment est-ce que tu quittes de salarié pour devenir investir au pays? La chaîne YouTube, les entreprises. Quel a été le parcours, cette transition-là? Alors, déjà, il faut savoir qu'en tant que salarié, je faisais déjà du business en parallèle. C'est-à-dire qu'en tant que salarié, justement, moi, je dis que le salariat, c'est un très bon levier. C'est même l'un des meilleurs leviers qu'on a pour s'enrichir, notamment dans les sociétés qui donnent du capital pour faire de l'investissement. Et donc, en tant que salarié, j'ai commencé à faire de l'investissement immobilier en France, notamment dans l'achat d'immeubles de rapport. Je crois que vous appelez peut-être ça ici des condos, des Les trucs comme immeubles à ça, revenus. des immeubles à revenus. Voilà. Donc, j'ai commencé à acheter des immeubles en France en tant que salarié, grâce au levier du crédit. Et donc ça, je faisais ça en parallèle de mon boulot. J'ai pas eu besoin d'arrêter de faire ça pour commencer à faire. Non, pas du tout. C'est pour ça que d'ailleurs que je forme des salariés à développer des sources de revenus en étant salarié. Et en parallèle de ça, ben, j'investissais déjà aussi en Afrique, mon épargne, dans les achats de terrain. Parce que j'avais compris aussi que les terrains, c'est un très bon moyen de placer de l'argent qui va croître très rapidement. En Afrique, il y a beaucoup de spéculation. Tu peux faire du x2, ça fait 100% sur 3 ans. C'est des rentabilités assez folles. Et donc, j'avais commencé aussi à investir comme ça dans comment j'appelle ça? Dans du foncier. Et j'ai commencé à en parler un tout petit peu. Et puis, j'ai commencé à faire de l'élevage à petite échelle. Mais moi, ce n'était pas parce que j'étais passionné d'élevage. C'est parce que ça venait résoudre un problème simple, c'est que ça me permettait d'autonomiser ma famille au pays.
Parce que je me disais, je ne peux pas être dans un système dans lequel j'envoie de l'argent en permanence. Tu ne vas pas en sortir. Parce que les besoins vont aller en grandissant. Et même en termes de dignité, c'est mieux que les gens aient un moyen de gagner de l'argent par eux-mêmes. Donc, j'ai réfléchi pendant longtemps à qu'est-ce que je peux faire pour les aider à ne plus attendre que je leur envoie du poisson, mais à apprendre à pêcher par eux-mêmes. Et donc, c'est comme ça que l'idée m'est venue de lancer un business au pays d'élevage et qui me permettait de générer un peu d'argent pour prendre en charge les besoins au pays. Mais je me suis rendu compte que chaque fois que je parlais de cette histoire-là à des amis camerounais, ivoiriens, sénégalais, togolais, béninois, tous étaient subjugués parce qu'ils voulaient faire la même chose chez eux, mais ils ne savaient pas par où commencer. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée de, et si je créais un média pour partager mes aventures en Afrique, ça pourrait être un très bon moyen d'intéresser les gens et d'avoir aussi de l'impact et bien évidemment de former aussi pour pouvoir gagner de l'argent avec ça. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, j'ai donc créé Investir au pays en 2018, le média, mais aussi la société, et qui, depuis, on connaît un peu la belle histoire, est devenu un grand média aujourd'hui avec des millions d'abonnés, et ainsi de suite. Mais c'est comme ça que c'est parti. Oui. Et tu sais, ici, on parle beaucoup d'immobilier parce Oui. que je travaille beaucoup avec les investisseurs immobiliers et ceux qui veulent accroître leur patrimoine et leur richesse grâce à l'immobilier. En Amérique du Nord, on a un levier immobilier qui est très important avec le prêt bancaire, les crédits bancaires qui sont accessibles. Parmi tous les business que tu as fait, que tu as eu à faire jusqu'à date, quelle est la place qu'occupe l'immobilier? Est-ce que c'est un levier? Est-ce que ça génère du cash pour ensuite investir ailleurs ou plutôt tu prends le cash pour investir dans l'immobilier? Est-ce que ça fait partie des business principaux qui ont constitué ton enrichissement? L'immobilier a une place de choix parce qu'en moi, en plus, je fais plusieurs choses dans l'immobilier. En fait, l'immobilier, c'est une nébuleuse. Il y a Mmh. tellement de moyens de gagner de l'argent en immobilier. J'ai juste dit immobilier, mais je n'ai pas détaillé. Euh, Fondamentalement, je fais deux, trois choses dans l'immobilier. Aujourd'hui, je fais de la promotion immobilière, c'est-à-dire que j'achète des terrains, je construis des maisons que je revends. En gros œuvre, essentiellement en Côte d'Ivoire, pour le moment. Je pense le faire certainement au Cameroun un peu plus tard, mais aujourd'hui, je le fais beaucoup en Côte d'Ivoire. C'est un très gros levier d'enrichissement parce que quand tu vends une maison, c'est 50 000, mes maisons coûtent 50 millions en général. Donc, une maison à 50 millions, 20 maisons, ça fait 1 milliard. Donc, ça monte très vite. Ça monte très vite en termes. Bon, après, c'est aussi énergivore de capitaux, puisque quand je dis 50 millions, c'est pas 50 millions dans ma poche. Il y a une bonne partie là-dedans qui est réservée quand même pour l'achat du terrain, la construction, les ingénieurs, les architectes. Mais à la fin de la journée, quand même, tu t'en sors plutôt bien là-dedans. Il y a une autre partie d'immobilier que je fais, c'est de la location saisonnière. C'est-à-dire que en Afrique, on n'a pas beaucoup les problématiques de sous-location qu'on peut avoir en Occident. Donc, moi, j'ai une dizaine d'appartements dans Abidjan. Certains m'appartiennent, d'autres sont des locations dans des zones stratégiques. Et l'objectif est simple, de pouvoir louer enfin, chez des bailleurs les appartements, les meubler, et une fois qu'ils ont été meublés, les sous-louer maintenant, enfin, les, ouais, les sous-louer à courte durée en Airbnb globalement. Et ça aussi, ça marche pas mal. C'est une niche aussi à laquelle je forme les gens parce que les gens, enfin, les gens commencent à comprendre quand même que c'est un bon business. Et en plus de ça, qui finalement, tu vois, c'est deux manières de gagner de l'argent. Autant de la vente des maisons, je ne vends pas des maisons chaque jour, mais quand j'en vends, je fais une grosse rentrée de capital. Par contre, les meublés, j'ai de l'argent qui rentre dedans quotidiennement parce que dans le business, il faut toujours diversifier tes sources de revenus pour avoir de l'argent qui rentre à différents moments par différents canaux. Il ne faut pas être tributaire d'un seul type d'argent. Moi, j'aime bien l'argent qui rentre journalièrement, l'argent qui rentre par semaine, l'argent qui rentre par mois, ainsi de suite. Il faut avoir voilà, plusieurs flux qui font que tu as constamment du cash qui rentre. Et un autre truc que je fais aussi en immobilier, je suis en train de construire là, un immeuble au Cameroun. Euh, Puisque lui aussi, il est énergivore en termes il d'argent. est très énergivore, parce que moi, c'est mon plus gros projet, hein. C'est un immeuble à plusieurs millions de dollars. Donc, et l'idée, moi, derrière cet immeuble-là, c'est pas juste de faire de l'immeuble, parce que pour le coup, je veux faire de cet immeuble-là de la location courte durée. Bon, je vais peut-être mixter, je sais pas encore. Après, il y aura un restaurant dedans, il y aura une salle de sport, un spa,
Mais en plus de tout ça, il y aura de l'habitation. Donc, je ne sais pas si je vais tout mettre en meublé ou si je vais pas avoir des clients quand même qui vont payer une partie en fixe et l'autre en meublé. Mais le but de cet immeuble-là, il est un peu différent justement. Parce que moi, mon goal en réalité, c'est d'aller vers l'industrie. Je suis ingénieur industriel de base et l'industrie, ça coûte très cher. Et en industrie, on te demande souvent des cautions. Donc, ce que je me suis dit, c'est je vais mettre mes efforts pour faire un immeuble et qui me servira après de caution pour aller lever le financement dont j'ai besoin pour développer mes industries. Parce que pour le coup, ce sont des financements en millions de dollars. Et avoir un bien qui crache du cash de manière conséquente, ça rassure les banques et ça te permet après de te développer un peu plus vite. Donc, c'est un peu ça ma stratégie aujourd'hui. Et l'immobilier, bien évidemment, joue un rôle. En fait, je me rends compte que c'est une stratégie qui est très, très bien pensée parce que quand on observe à travers les réseaux sociaux, on te voit faire plusieurs activités, mais il y a une logique très, très, très millimétrée en arrière. Oui. Euh, j'ai une petite question de curiosité. Construire un immeuble en Afrique, est-ce que ça prend absolument un accompagnement bancaire? Ça dépend de tes capitaux. C'est toujours mieux de le faire avec l'argent de la banque. C'est clair. Mais si tu as du cash, après, il faut savoir que le crédit coûte très cher en Afrique quand même. On parle des taux autour de combien, mettons, pour un immeuble Euh, de plusieurs millions? Ça dépend de ta solvabilité bancaire. Mais si tu as du 8-9%, tu as un très bon taux. OK. Un très bon taux. Sinon, tu vas te retrouver dans du 13-14% hors assurance. Wow, OK. C'est ici 13-14%, ça, ce sont des taux des prêteurs privés. Les prêteurs privés, c'est lorsque la banque traditionnelle te refuse. Ensuite, la banque alternative au taux de 7-8% te refuse. Là, tu te retournes vers des prêteurs privés à 15%. OK. Non, non, là, c'est le taux de la banque traditionnelle. Si tu vas plus loin vers les microfinances, tu es dans du 20% et plus. OK. Donc, Ça peut affecter pas mal la rentabilité d'un complètement. projet. Et pourtant, ces gens qui font ça sont quand même très rentables derrière parce que c'est pour ça que l'Afrique, c'est un marché incroyable. C'est que dans certains secteurs, les gens font du 400%, Justement, 300%. Donc, même s'ils payent un crédit à 15-20%, c'est pas grave. Ils restent derrière avec quand même 80% de marge OK. dans Dis-moi, certains secteurs. immobilier en Afrique ou immobilier en Europe? Je ne sais pas si tu as déjà essayé en Amérique du Nord, mais Les leviers ne sont pas les mêmes. En Afrique, comme je viens de le dire, si on peut faire les deux, il faut faire les deux. De toute façon, il y a pas de raison de concentrer tous ces investissements au même endroit quand on est une génération qui a la mobilité. Si tu es mobile, profites-en. Je veux dire, l'un des avantages qu'on a en tant que diaspora, c'est qu'on connaît deux cultures. Le Canadien de base ne peut pas aller investir au Cameroun ou en Côte d'Ivoire. Il n'en a pas les clés, il n'en a pas les codes. Euh, et parfois, il n'est même pas éligible pour acheter un terrain sur place. Alors que toi, parce que tu as vécu ici, tu sais comment ça marche ici, mais tu viens de quelque part et là-bas, tu sais comment ça marche aussi. Tu as cet avantage de pouvoir cumuler par ta double culture le double investissement aussi. Donc, ce n'est pas un choix à faire, moi, je pense, de dire c'est soit l'un, soit l'autre. Non, si tu peux faire les deux, fais les deux parce que les deux ont des avantages différents. Ce serait dommage d'aller faire de l'argent demain en Afrique et quand tes enfants sont en âge, ils veulent aller étudier, par exemple, au Canada, tu n'as, tu te retrouves comme ça à chercher un appartement alors que tu as été au Canada pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. Tu pouvais investir au Canada, acheter des appartements, acheter des immeubles, en pensant à ça déjà, de telle sorte que quand le moment arrive, ben, tu peux te servir de ton patrimoine immobilier au Canada pour pouvoir faire soit ça ou d'autres choses, même parce que le patrimoine immobilier que j'ai en France euh, peut servir demain. Je veux dire, on a des biens immobiliers en France qui font que demain, si la situation se gâte ou si tu as vraiment besoin de, je sais pas moi, de 500 000 euros, je sais comment je peux vendre tel truc, je peux vendre tel truc. Donc, ça sert effectivement. d'être sur les deux continents. Effectivement. J'aimerais rebondir là-dessus parce que parfois les personnes ne savent pas qu'ici au Canada, par exemple, il y a ce qu'on appelle le refinancement qui te permet de réemprunter sur un bien immobilier sans devoir le vendre. Ça, c'est la... Tu réempruntes et beaucoup de personnes font ça. Ils achètent une maison où hier, ça coûtait 600 000, demain, ça coûte 1 million. On a vu ça, des maisons qui doublent de valeur. Tu refinances, tu ressors 200 000 de la maison et tu vas justement investir en Afrique. Donc, Beaucoup de c'est gens ne savent pas ça. Et ça, c'est l'un des trucs qui est spéciaux au Canada, qu'il n'y a pas du tout en France. Il y a la notion de refinancement, mais ce n'est pas systématique comme ici au Canada. Et c'est un levier, c'est un accélérateur incroyable. Incroyable. Tu as un bien
il prend de la valeur ou alors même simplement, tu as remboursé déjà une partie du crédit parce que c'est ça l'idée. Et tu peux repartir voir la banque pour qu'elle te... Et là, pour le coup, il te donne de l'argent Dans le compte. dans le compte et tu peux en faire autre chose. Donc, Oui, et ça fait du bien au compte. Alors, dis-moi, Philippe, tu as plusieurs entreprises. Je sais que les personnes sont beaucoup intéressées par l'entrepreneuriat. Comment faire pour se lancer, dans quoi investir ou dans quoi entreprendre. Mais il y a quelque chose que j'ai remarqué, j'ai observé, bloque énormément de personnes. Quand bien même elles le voudraient, elles n'arrivent pas souvent à mettre en œuvre leur projet. Et ça, c'est dû à plusieurs choses. Je ne sais pas, manque de temps, manque d'organisation. Selon ce que tu as observé, qu'est-ce qui bloque le plus le monde pour démarrer cette entreprise, ce projet-là comme il faut? le confort. Je pense que c'est le confort. Les gens ne l'avouent pas, mais ils ne sont pas en situation désespérée. L'ennemi du progrès, c'est le confort. Quand tu as déjà un niveau de revenu, il y a un certain type de risque que tu ne veux plus prendre. Parce que justement, le confort du revenu que tu as fait que tu n'es pas prêt à risquer certaines choses. Et beaucoup de gens sont dans le confort. Quand tu es dans une position dans laquelle on se rendra compte que la plupart du temps, les gens qui ont réussi en entrepreneuriat étaient des gens qui n'avaient pas grand-chose à perdre. Or, quand tu as déjà un boulot, que tu as un revenu, que tu as un appartement, tu as une voiture, tu as des charges, donc que tu dois avoir tous les mois une somme que tu mobilises pour payer tout ça, tu réfléchis 2 fois avant de prendre certains risques. Et je pense que les gens ne le disent peut-être pas, ou ils ne s'en rendent peut-être pas compte, mais le confort de vie qu'ils ont déjà les empêche de prendre des risques. Parce qu'en fait, à la fin de la journée, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui prend des risques. Et ce mot-là, il fait peur à beaucoup de gens. L'une des phrases que j'entends souvent venir et qui me fait beaucoup rigoler de la part de beaucoup de salariés, c'est: quel business tu me proposes qui est sûr? Quand ils disent ça, je comprends. Toi, tu es un salarié. Tu as la certitude de ton salaire tous les mois. Et tu penses que cette notion de certitude-là, tu vas la ramener dans l'entrepreneuriat. Et bien souvent, je les déçois en leur disant: si tu n'es pas prêt à perdre de l'argent, tu n'en gagneras pas. Parce que le business, c'est comme ça que ça fonctionne. Tu dois prendre un risque. Et le risque, c'est que tu perds ton investissement pour derrière. Et c'est pour ça que les entrepreneurs gagnent plus que les autres, parce qu'ils prennent plus de risques que les autres. Donc moi, je pense que ce qui bloque majoritairement les gens, c'est pas de la connaissance. La connaissance est disponible aujourd'hui. Il y a un certain nombre de choses que tu peux commencer même gratuitement. Euh, il y a des formations, il y a des conférences, il y a des mentors, il y a tout qui est disponible en termes de connaissances. Il y a même du capital. Il y a des gens qui ont du capital, ils ont de l'argent en banque, ils ne savent pas quoi en faire. Ce qui, moi, je pense, manque beaucoup, euh, prioritairement en tout cas, c'est le déclic qui permet de prendre le risque de perdre ce que tu as acquis en espérant aller obtenir plus. Mm. Quand j'ai quitté mon CDI, à l'époque, je touchais 3 600 euros. C'est beaucoup en France, hein, je veux dire. Canada, c'est peut-être pas beaucoup, mais ce genre de somme Ah en oui, mais ici, c'est France, beaucoup. c'est énorme. Euh, mais à l'époque, ma mère n'en revenait pas. Le jour où j'ai appelé pour dire que je démissionne: comment ça tu démissionnes? Tu es cadre, tu es ingénieur, tu touches 3 600 euros, tu démissionnes, c'est quoi cette histoire? J'ai dit: non, je démissionne parce que je voulais me lancer en tant que consultant dans le même métier. Mais 3 semaines plus tard, j'avais trouvé ma première mission et je suis passé de 3 600 à 12 000 euros de chiffre d'affaires. Et là, pour le coup, tu vois: ah, mais franchement, bravo, ça a marché. Mais il fallait accepter de quitter un contrat à durée indéterminée avec toutes les garanties que ça t'apporte en France, pays du social, pour dire que tu laisses tout ça pour aller tester les histoires de consultant. Parce que quand tu es consultant, si tu perds ta mission, tu es au chômage, Ouais, tu c'est n'as ça. rien. Et pourtant, j'ai fait ce boulot de consultant pendant des années. Je n'ai jamais eu de problème de mission. Et un jour, j'ai décidé d'abandonner ces mêmes 12 000 euros qui avaient un peu augmenté pour me lancer comme dans Investir au pays, à temps plein. Mais pareil, ça a été la même réaction. Comment tu peux quitter un truc qui te donne plus de 12 000 euros par mois pour aller faire tes bêtises d'Investir au pays, là, et peut-être Investir au pays, quelques années après, générer plusieurs millions d'euros. Donc, et c'est perpétuellement le truc, c'est accepter de, je laisse quelque chose, je ne sais pas ce que je vais avoir après, je pense que ça va être plus grand que ce que j'ai en ce moment, et je prends donc le risque de faire le pas, de faire le saut. Et c'est ce saut-là que beaucoup de gens ne veulent pas faire. Ils préfèrent rester dans le connu. Je sais déjà ce que j'ai maintenant.
Je me contente de ça. Je ne franchis pas le pas. Et c'est ça qui fait que je pense beaucoup de gens ne découvriront jamais tout le potentiel qu'il y avait en eux, ne réaliseront jamais tout ce qu'ils pouvaient faire et tout ce qu'ils pouvaient gagner. Mhm. J'aimerais te poser une question qui s'adresse un peu plus aux entrepreneurs qui ont déjà commencé, mais qui sont confrontés à plusieurs difficultés. Par exemple, de scaler le business. Ceux qui ont pris le risque, d'accord? Ils avancent parce qu'on sait, on connaît le taux d'échec des entreprises. Plus de la moitié des entreprises font faillite dans les 5 premières années. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. J'aimerais savoir, pour un entrepreneur qui commence ou même un investisseur immobilier, il a pris le risque et franchi le premier pas. Comment est-ce qu'il peut scaler son business? Et ça, c'est quelque chose que tu l'as fait avec plusieurs de tes business. C'est pour ça que tu es au stade où tu en es. Comment toi, tu as fait pour toujours passer à un autre niveau, prendre plus de risques? Ah, il faut déjà savoir que ce que j'ai dit au début sur la prise de risque, c'est quelque chose qui accompagne l'entrepreneur tout au long de sa vie. Aliko Dangote a lancé le plus grand projet de sa vie à plus de 60 ans. Et ce qu'il faut, j'aime bien le rappeler, Aliko Dangote, c'est l'homme d'Afrique le plus riche depuis 30 ans. Il a décidé, au soir de sa carrière, de lancer le plus grand challenge de toute sa vie. Et ce challenge-là, s'il l'avait raté, il était ruiné. Qui tout double. Voilà. Il faut bien que les gens comprennent ce que ça veut dire, la raffinerie que Dangote a faite. Si ce projet-là ne marche pas, Dangote est ruiné. Qui décide à plus de 60 ans d'aller prendre un risque de perdre tout ce qu'il a bâti depuis plus de 30 ans? Qui fait ça? Un entrepreneur. Parce qu'en fait, en réalité, les entrepreneurs vivent du risque. Ils se nourrissent de ça. Et l'un des points que je constate souvent chez beaucoup d'entrepreneurs, c'est qu'ils ont commencé avec la prise de risque. Et quand ils ont commencé à gagner un tout petit peu, le confort est arrivé. Toujours la même chose. Le confort est arrivé, ils se sont installés dedans et ils ont commencé à avoir peur de perdre ce qu'ils ont déjà accumulé. Et donc, à partir de là, ils n'ont plus continué à prendre des risques. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui échoue énormément. Il faut que ce soit dit et que ce soit très clair. Quand un entrepreneur fait 10 projets, il en échoue 9. Il y a un qui a réussi. Et ce qui est drôle, c'est que bien souvent, on oublie. Les gens, on est parfois aimable envers les entrepreneurs, c'est qu'on oublie tout ce qu'ils échouent. Et on se rappelle juste de leurs quelques succès. Mais moi, j'échoue beaucoup. Tous les entrepreneurs échouent beaucoup. On va se souvenir, ah, mais il a fait tel truc, ça a marché, tel truc, ça a marché. Mais on oublie qu'en fait, mais même Dangote a échoué dans plein de trucs. Il a essayé d'ouvrir une banque. Il a échoué, il n'a pas pu. Dangote a plein de projets. Il a essayé de faire une usine de transformation de tomates qui est à l'arrêt depuis des années parce qu'il n'y a pas assez de tomates. Donc, il a essayé plein de choses qui n'ont pas marché. Mais on se souviendra juste de Dangote qui fait du ciment, de Dangote qui fait de la raffinerie. On oubliera tout ce qu'il a fait autour et qui n'a pas marché. Donc, des entrepreneurs qui veulent scaler, une fois de plus, la connaissance est disponible. Mais je pense que ce qui va toujours faire problème, c'est la capacité à faire des pivots. Moi, je me suis rendu compte que quand tu fais du business, il faut avoir déjà l'humilité de toujours te remettre en question. C'est-à-dire que ce qui t'a donné de l'argent hier n'est pas forcément ce qui te donnera de l'argent demain. Il faut savoir reconnaître que parfois, tu as gagné de l'argent dans une niche pendant un temps. Et il faut que tu pivotes pour continuer de gagner de l'argent dans une nouvelle niche. L'intelligence artificielle est arrivée et ça a disrupté beaucoup de business. Mais il y a encore des entrepreneurs aujourd'hui qui ne s'en servent pas. Ils vont être surpris que, avec le temps, ils vont gagner de moins en moins d'argent. Alors que d'autres qui gagnaient beaucoup moins d'eux, parce qu'ils ont pris ce nouvel axe-là, vont gagner beaucoup plus dans les prochaines années. Et le moment viendra là où eux aussi, il va falloir qu'ils disruptent. En fait, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est constamment en train de se renouveler par rapport à où va le monde. J'ai bien aimé la définition qu'un aîné m'avait donnée. Il disait qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui voit là où le monde est en train d'aller. Il va se positionner là-bas en premier. Et si on a un cas que c'est ce qu'Elon Musk a toujours fait. C'est pour ça qu'on dit que c'est un génie de l'entrepreneuriat. Il y a tous des haters qui disent oui, mais c'est pas lui qui a créé Tesla. Peut-être. Mais si vous vous intéressez de près à l'histoire de Tesla, vous allez vous rendre compte que le projet initial de Tesla n'a rien à voir avec ce que Elon Musk en a fait. Il a certes racheté la boîte, il a trouvé des gens qui étaient là-dedans, mais ce qu'il en a fait lui, c'était pas ce que les gars voulaient faire au départ. Eux, ils avaient pensé à faire un véhicule électrique qui allait être en mode une Toyota, genre un SUV classique, quoi. C'est Elon Musk qui a dit non, sortez-moi de vos histoires là, c'est pas comme ça qu'on va faire de l'argent avec ça. On va faire un véhicule premium électrique qui va faire X, Y, Z. Il a complètement chamboulé tout. Mais il a fait ça déjà 3 fois, il a fait ça avec PayPal. Quand il a commencé à lancer PayPal, à l'époque où il lançait PayPal, personne ne pensait à des solutions de financement alternatives. Il a vu avant tout le monde que le moment viendra là où
les banques ne suffiront pas. Le moment viendra là où les cartes de crédit ne suffiront pas. Il faut des moyens de paiement alternatifs. Et il a vu bien avant tout le monde. Il a fait la même chose avec les véhicules électriques. On voit tous le boom qu'il y a dans les véhicules électriques. Mais il a vu bien en avance. Et pareil, il a fait avec SpaceX. Il allait dans l'espace. Donc... Et c'est ça un entrepreneur. C'est quelqu'un qui sait voir où va le monde. Et pas se dire, bon, moi je suis dans le domaine du financement, moi je suis dans le domaine de... Il faut se poser la question de, mais où va ce secteur en fait? On sera où dans 10 ans, dans 15 ans? Et je me positionne là-bas le premier. Et pareil, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont créé des chaînes YouTube qui parlent d'investissement en Afrique. Mais quand je l'ai créé, quand j'ai créé la mienne en 2018, tout le monde me disait, mais t'es fou, les Africains, ils aiment la fête, ils aiment le sexe. Tu vas parler de business aux Africains, tu perds ton temps. Ben, regarde les résultats aujourd'hui. 7 ans après, on a plus de 3 millions d'abonnés, ainsi de suite. Beaucoup d'autres ont essayé de créer après, mais aucun d'entre eux n'a la même croissance, ainsi de suite. Parce qu'un entrepreneur, c'est, comme je dis, si tu veux gagner beaucoup d'argent en tout cas, parce que quand on parle de scaling, c'est que tu veux gagner beaucoup d'argent, ben, il faut que tu sois généralement le premier dans quelque chose. C'est-à-dire que voilà, que tu sois le premier à faire d'une certaine manière. Tu ne peux pas faire comme tout le monde. Tu veux scaler quoi? Tu fais comme tout le monde. Il n'y a rien à scaler. Si tu veux scaler, trouve un truc dans lequel tu vas être innovant. Prends le risque justement de l'innovation. Tu peux te tromper, mais sois dans l'idée de je vais aller là-dedans. C'est pour ça que moi, il y a des business que je fais pour survivre. C'est-à-dire que, par exemple, on vit en Côte d'Ivoire, on a besoin de payer un loyer, on a besoin de... Il y a des business que je fais, pas parce que je me projette là-dedans dans 10 ans. Je fais de la location de voiture, par exemple. Mais je ne me projette pas dans la location de voiture dans 10 ans. Je fais ça parce que je sais que c'est un business solide qui marche. Ça me permet de pouvoir payer toutes mes charges, de payer le loyer, de payer l'école des enfants, ainsi de suite. Mais je ne suis pas là-dedans dans 10 ans. C'est juste que j'ai le pragmatisme de me dire, je vis quelque part, je dois faire de l'argent. Qu'est-ce qui peut me permettre de faire de l'argent? Par contre, quand je me projette à 10 ans, je pense à l'industrie. Donc, tu vois ce que je veux dire? Donc, Oui, voilà, donc il faut avoir toutes ces réflexions-là. Mais pour scaler, je pense que ça part vraiment d'abord un état d'esprit de je peux être premier aujourd'hui et demain je suis dernier. ouais. Je suis contente qu'on ait cette discussion parce que parfois, Philippe Simon est très, très connu là, et parfois les gens vont observer de l'extérieur et ne vont pas toujours comprendre la logique entre les business, la stratégie en fait même derrière. Et là, je comprends qu'il y a une stratégie qui est vraiment pensée à long terme, et ça me pousse à me remettre aussi en question Oui. au niveau de ce que je fais en ce moment. Donc, il y aura peut-être une petite réflexion à avoir là-dessus. Donc, oui, tu as dit prendre des risques, innover. Je le comprends, je l'entends. Moi, par exemple, je suis une maman et une épouse. Et parfois, un des challenges que je peux avoir, comme plusieurs entrepreneurs, c'est l'organisation. Dans le sens où, présentement, je suis chef d'entreprise. Oui, j'ai des employés, mais parfois, ça demande beaucoup de gestion. Philippe Simon, qui est à la tête de plusieurs entreprises, comment tu fais pour gérer tout cela? Alors, il y a des réponses classiques. Moi, je délègue beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Euh, Beaucoup de gens ne comprennent pas bien quel est le rôle d'un chef d'entreprise. Le rôle d'un chef d'entreprise, ce n'est pas de faire les choses, c'est de faire les choses. Quand on crée une entreprise, on commence à un stade qu'on appelle de l'auto-entrepreneur. Auto-entrepreneur, c'est toi qui fais... En Amérique, on parle de solopreneur, Travailleur autonome. travailleur autonome. Tu fais tout. Toute entreprise repose sur toi. Tu es le seul employé de l'entreprise. Tu es le comptable, tu es le RH, tu es le commercial, tu es le vendeur. Tu fais tout parce que tout repose sur toi. Et beaucoup de gens, parfois certaines personnes me disent, mais ça, mais Philippe, toi, tu passes ton temps à faire des vidéos. Tu es quelle qualité d'entrepreneur? Tu travailles quand? Et je leur dis, votre question démontre que vous ne savez pas ce que c'est qu'un entrepreneur. Quand je décide de faire une activité, au moment où je suis en train de penser à faire l'activité, je pense déjà à comment je vais la déléguer. Je suis ici aujourd'hui au Canada, je vais faire une dizaine de jours ici, après je vais aller aux États-Unis, et après les États-Unis, je vais aller en Turquie. Pendant tout ce temps, les entreprises continuent de fonctionner de manière performante. Elles ne sont pas moins performantes parce que je ne suis pas sur place. Parce que pour chacune de mes entreprises, j'ai des process, j'ai des managers qui gèrent chacune de ces activités-là, qui me fait un reporting quotidien d'après l'activité telle qu'on l'a définie. Donc, je sais ce qui se passe en regardant un tableau de bord le soir. Je regarde le tableau de bord et si j'ai une question, mais pourquoi tel indicateur est ici? Et je pose tout de suite ma question, j'ai ma réponse, la vie continue. Donc, le rôle d'un chef d'entreprise en réalité, ce n'est pas de montrer qu'il travaille plus dur que tout le monde. Lui, il n'a pas compris en fait. Le rôle d'un chef d'entreprise, ce n'est pas d'être celui qui transpire le plus. Non, non.
Ton rôle, c'est de trouver des gens meilleurs que toi qui vont faire avancer le bébé, mais qui vont obtenir des résultats. C'est ça ton rôle. En fait, ton rôle, c'est de, plus tu grandis d'entrepreneur, plus tu te rends compte que le rôle d'un chef d'entreprise, c'est de recruter. C'est de recruter des talents. C'est de recruter des champions et de leur donner les moyens pour qu'ils aillent chercher de la performance. Et quand tu vois déjà ça comme ça, tu vois que ce n'est donc pas quelque chose qui va te demander de faire 10 000 choses, en réalité. Tu dois plutôt te focaliser sur quelle est la compétence qui nous manque. En fait, tu deviens un dénicheur de talent. Quelle est la compétence qui nous manque pour que cette entreprise soit plus performante? Et ton rôle, c'est d'aller la chercher et de t'assurer qu'il y a une harmonie dans ta boîte. Est-ce que le mécanisme tourne bien? Parce qu'il y a un adage qui dit souvent que si tu ne peux pas t'absenter 3 mois euh, de ta boîte et qu'elle continue de tourner, tu ne t'es pas créé une boîte, tu t'es créé un nouveau job. Tu t'es créé un nouveau job, c'est tout. Mais si tu veux vraiment considérer que tu es un entrepreneur, il faut que ça puisse tourner sans toi. Et comme moi, je veux être dans plusieurs pays, obligatoirement, ça s'est imposé à moi de très vite réfléchir à comment je fais pour faire fonctionner ces histoires-là sans être obligé d'être là. Et donc, j'ai compris que c'était très important la qualité des ressources humaines et la qualité des process. Nous, on a des process pour tout. Quand tu veux louer une voiture chez nous, il y a un process qui est clair. Du moment où on t'a au téléphone pour la première fois jusqu'au moment où tu ramènes la voiture avec les clés, on a un process qui dit très clairement comment tout doit être fait. Comment on passe la commande, comment on négocie avec le client, comment on paye, à quel moment on lui donne le contrat. Tout est tracé dans des process et les collaborateurs doivent suivre les process. Si le process n'est pas bon, on le remonte, on le modifie, mais on doit suivre des process. Une entreprise, c'est pas un endroit où je dis ça, on n'improvise pas en entreprise. C'est pas un one-man show, tu es sur scène, tu as envie. Non, on n'improvise pas. En entreprise, les règles doivent être connues et on applique les règles. On ne fait pas des surprises en entreprise. Oui, mais je voulais te surprendre. Non, 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 non. On ne fait pas des surprises. C'est pas Tu fais ce qui est écrit, tu fais ce qui est dans la procédure, tu fais ce qu'on a mis dans le document. Donc ça, déjà, ça te permet d'avoir beaucoup moins de temps. Et puis, il y a une autre notion qui m'a beaucoup aidé, c'est que dans la vie, il y a 4 leviers qui font fonctionner un business, que nous avons de manière plus ou moins différente. Il y a le temps, il y a l'argent, il y a les compétences et il y a le réseau. Ce sont les 4 leviers sur lesquels on crée et on développe une entreprise. Et quand on lance une entreprise, on n'a pas chacun d'entre nous les 4 éléments au même niveau. Certains peuvent, et généralement quand on n'a pas, ce qui manque souvent quand les gens veulent se lancer, c'est l'argent. Eh bien, le problème, c'est que beaucoup de gens ne comprennent pas bien ces 4 leviers-là. Et parfois, tu vas voir que quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent va quand même utiliser de l'argent alors qu'il devrait plutôt utiliser un autre levier. Par exemple, si tu es quelqu'un si tu es un entrepreneur, que ton business marche, alors tu as de l'argent. Ce que tu dois plutôt faire, c'est toujours protéger la ressource que tu as le moins, en sachant que le temps est la ressource la plus précieuse de toutes. Mais si j'ai de l'argent, par exemple, prenons un exemple simple, si j'ai de l'argent et que, et ça, on va prendre un exemple très simple. Tu es dans l'immobilier. Oui. Moi, j'ai fait cette erreur-là dans mes débuts. J'achète un bien et pour gagner de l'argent, je décide que je vais contribuer à faire les travaux moi-même. C'est un piège dans lequel beaucoup de gens tombent. Ils se disent que bon, si je fais des travaux, je vais payer moins cher les devis que j'ai vus là. Le problème, c'est que quand tu fais ça, qu'est-ce que tu es en train de faire? La ressource compétence, en réalité, c'est une ressource que tu n'as pas vraiment. Tu as envie d'économiser la ressource argent. Mais à la fin, qu'est-ce qui se passe? Toi, comme tu n'es pas un technicien, tu vas produire un bien avec des travaux qui ne sont pas de très bon niveau, qui vont impacter la rentabilité de ton bien par la suite. Et qu'est-ce qui va se passer? Tu vas aller chercher un autre technicien encore pour venir corriger ce que tu auras mal fait. Donc, tu auras perdu du temps, tu auras perdu de l'argent parce que tu n'as pas la compétence. Or, si tu as bien compris le quatuor dont je viens de parler, que tu te rends compte que tu n'as pas la compétence, eh bien, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller travailler sur les autres leviers pour compenser la compétence. Notamment dans le cas de l'immobilier, inclure le travaux dans le financement pour que tu puisses avoir plus d'argent pour pouvoir faire ces travaux et faire ton rôle d'investisseur qui, dans le cas de l'immobilier, est d'aller chercher le prochain bien. Ton rôle, ce n'est pas de faire des travaux. Et, et parfois, les entrepreneurs n'ont pas compris leur rôle. Et parce que tu n'as pas compris ton rôle, tu vas te tuer à la tâche pour faire quelque chose qui n'est pas ton métier.
ton métier en tant qu'investisseur immobilier, c'est de dénicher la prochaine pépite, d'aller chercher, d'aller boucler le financement et de faire que ça se déroule. C'est tout. C'est ça ton rôle. Ton rôle, c'est pas de venir dans les chantiers pour voir que est-ce qu'on a bien mis la lumière, est-ce qu'on a. Tu peux aller parce que tu aimes voir les travaux, mais c'est pas ton travail. Donc, il faut que les gens comprennent déjà peut-être bien quel est leur travail et qu'ils s'entourent pour se dégager du temps et avoir de la hauteur par rapport à leur business, parce que c'est ça qui est attendu d'un entrepreneur. C'est tellement vrai ce que tu dis par rapport aux travaux. Je me souviens, lorsqu'on commençait dans l'immobilier, on avait eu un gros dégât d'eau et mon mari a pris quelque temps là pour aller le faire et il était dégoûté par la suite. Il a dit: «Plus jamais je ne fais de réparation» Bien sûr. et justement, ce qu'il avait fait, il a fallu de toute façon payer un professionnel pour venir refaire et par la suite, on s'est rendu compte qu'en fait, on optimise mieux notre temps et on le met à profit en cherchant des deals, en structurant les deals, en cherchant tous les corps de métier autour, en travaillant avec des bons professionnels aussi. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris un peu à mes dépens, mais je l'ai appris et ça fonctionne très bien. Parfois, il vaut mieux payer plus cher Bien le sûr. bon professionnel Il te fera toujours gagner de l'argent. pour pouvoir aller chercher une meilleure qualité Tout et à fait. même aller chercher des opportunités un peu plus intéressantes. On est d'accord. Donc, Philippe, heu, tu as toute une équipe en arrière de toi. Quelles sont les choses que tu as dû laisser de côté pour être le leader que tu es? Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises, beaucoup de personnes qui justement, tu as dit, chef d'entreprise, alors tu coordonnes tout simplement les personnes. Quel type de leader es-tu? Oh, lequel type de leader, il faut demander aux gens. Je peux pas dire ça je peux pas dire ça pour moi. Par contre, la question de qu'est-ce que j'ai laissé, je peux dire. Pour ce qui est je pense que j'étais quelqu'un qui, bon, voilà, je suis quelqu'un de très jovial. J'espère que ça se ressent dans mes vidéos. J'aime beaucoup rire, j'aime beaucoup Et faire des taquiner. blagues, taquiner, j'aime beaucoup ça. Et depuis que je fais du business, j'ai beaucoup moins le temps d'aller faire ce genre de choses. Et donc, ça me manque forcément de passer beaucoup de temps avec les amis, ainsi de suite. C'est quelque chose que je fais beaucoup, beaucoup moins qu'avant. Et puis, il faut dire que quand tu fais du business comme ça, les gens s'éloignent aussi un peu. Parce qu'ils ont le sentiment qu'ils te gênent, que tu n'auras pas le temps pour eux, que quand tu décroches, ah, je savais pas que tu allais décrocher. Mais tu m'as pas appelé depuis 2 ans. À quel moment tu m'as appelé? Tu m'as déjà appelé, non, je ne sais pas décrocher. Pourquoi tu as présumé? Ben, les gens présument des choses dans leur tête. Alors, c'est dire, oui, mais on sait que tu es très occupé. Oui, peut-être, mais contacte-moi, vois si je ne te réponds pas, avant de conclure que je suis tellement occupé que je ne t'ai pas répondu. Donc, oui, moi, je crois qu'il y a aussi un truc quand même euh, que je paye un peu, c'est ça, c'est ce volet social. Mais ça ne me dérange pas trop parce qu'au fond, je me suis rendu compte que je suis quelqu'un je suis à l'aise avec les gens, mais je suis à l'aise seul. Donc, le fait que je ne sois pas avec beaucoup de gens, ça ne me manque pas. Je me dis, voilà, je ne suis pas en stress parce que je n'ai pas vu des gens. Quand je vois des gens, je suis très content. Mais quand je suis seul, je suis content aussi. Je fais mes choses avec ma famille, avec mes enfants. Et j'ai pris conscience aussi que euh, j'étais en train de perdre une partie de leur croissance parce que je n'étais pas là. Et il a fallu que je réorganise complètement mon emploi du temps pour être beaucoup plus présent pour eux parce que ils n'auront pas 2 fois les âges qu'ils ont maintenant. Et ce serait dommage d'attendre qu'ils grandissent un peu plus pour se dire que quand ils seront plus grands, mais en fait non, c'est quand ils sont petits que tu crées des connexions, c'est pas quand ils sont plus grands Yeah. que tu crées subitement des connexions. Donc forcément, tu dois faire des choix aussi à un moment donné. L'entrepreneuriat, c'est un hôtel qui demande des sacrifices. Plus tu vas aller ou plus tu vas devoir sacrifier des choses. Dangote a sacrifié, par exemple, le couple, il n'est pas marié. Il a divorcé, je crois, 3 fois. On se dit souvent, mais moi, je souvent prendre cet exemple. Dangote, c'est quand même quelqu'un c'est l'homme le plus riche d'Afrique. À quel moment vous pensez que une femme divorce un gars comme Dangote? Parce qu'on pourrait se dire, je suis sûr que de loin, on doit se dire, oui, mais non, s'il veut, il n'est même pas là. Moi, je veux Je être vais une gérer. épouse. Et pourtant, 1, 2, 3 divorces. C'est bien que le gars, il doit être tellement dédié à son business que lui, il fait passer le business avant la famille, il fait passer le business avant le mariage. Donc, ça veut dire que s'il a un contrat à signer et qu'il se demande qu'il reste au bureau un mois, tu ne le vois pas, il va rester au bureau un mois, tu ne vas pas le voir. Et si des femmes en arrivent à se dire que, gars, tu sais quoi, malgré tout ton argent là, je pars, c'est bien que ce qu'elles vivent avec lui est de nature à se dire, car je ne suis pas vraiment marié en fait. Et ça, tu vois, c'est le prix qu'il, lui, il a accepté de payer. Mais d'autres vont dire,
et ça, c'est souvent les femmes d'ailleurs, je ne veux pas payer un prix qui m'éloigne de mes enfants. Je ne veux pas payer un prix qui fait que je ne peux pas être là le soir quand ils rentrent. OK, si c'est ça, il n'y a pas de problème. La conséquence, c'est que tu ne feras jamais un certain type de chiffre d'affaires. Tu ne feras jamais un certain type de tel. Et c'est normal, il faut que tu acceptes ça en fait. Parce que le business te demandera de payer un niveau de sacrifice de plus en plus élevé au fur et à mesure que tu monteras. Et tu verras bien que toutes les personnes qui arrivent à un certain niveau de revenus avec leur business ont payé un prix très élevé. Beaucoup d'entrepreneurs ont divorcé de leurs épouses. Beaucoup. Ça veut dire, faut juste se dire que toutes ces femmes-là, c'est pas qu'elles ne les aimaient pas. Pourquoi est-ce que plusieurs d'entre eux, même en Afrique, se retrouvent avec des femmes qui sont parties? Parce qu'à un moment donné, ce truc-là te prend tellement que tu n'es plus là. Que tu n'es plus là. Donc, et il y a certains qui disent, je veux payer ce prix-là. Et d'autres qui disent, je ne veux pas payer ce prix-là. Je veux conserver ma famille, je veux conserver mes enfants. Et l'implication de ça, c'est qu'il va gagner moins que celui qui est au niveau au-dessus. Mais il est à l'aise avec ça parce que lui, il a accepté qu'il ne veut pas payer ce prix-là. Mhm. Et parfois, les gens sont dans cette frustration. Il ne veut pas payer un prix, mais comme il n'a pas les revenus du niveau supérieur, ça le frustre. Ça ne devrait pas te frustrer, parce que tu as fait le choix de rester dans un niveau inférieur. Mais ne penses-tu pas que peu importe le niveau, on est toujours capable de concilier vie familiale et Non, vie non, professionnelle? non, je ne crois pas. C'est de l'utopie? Non, non, c'est faux. Ah oui? Non, il n'y a pas d'équilibre. L'entrepreneuriat, c'est le déséquilibre permanent. Il n'y a pas d'équilibre. Au contraire, je pense que les entrepreneurs vivent dans un déséquilibre permanent. Il y a des phases où tu vas être plus présent, des phases où tu vas être moins présent. Et il faut être OK avec ça. C'est pour ça d'ailleurs que être le conjoint d'un entrepreneur, quand on est passé à un entrepreneur, ce n'est pas simple. Parce que vous ne vivez pas dans le même monde. Et la personne qui est en face ne va pas comprendre beaucoup de certains choix que tu vas faire. Quand ça pète, c'est pas pour rien. C'est que la personne avec qui tu es ne comprend pas que tu priorises certaines choses. Ne comprend pas que le samedi ou le dimanche, tu sois là en train de dire que tu vas aller faire tel truc au bureau. Il ou elle ne comprend pas. Mhm. Définitivement. C'est pour ça que parfois c'est intéressant d'investir en couple aussi. Bien sûr. Mais c'est pas toujours Pas possible. toujours possible, oui. Alors, j'aimerais qu'on chute un peu là-dessus. Est-ce que aujourd'hui, on le sait, hein, tu es multimillionnaire. Est-ce que tu penses que tout le monde peut aspirer à devenir Oui, multimillionnaire? je pense que tout le monde peut aspirer, mais tout le monde ne le sera pas. Je fais toute cette nuance. Et quand je le dis, les gens ne comprennent pas. Je pense que tout le monde peut devenir multimillionnaire, mais tout le monde ne le sera pas. Parce que tout le monde ne paiera pas le prix. Ça revient encore à ce que je viens de te dire là. Tout le monde ne paiera pas le prix. Les gens sont paresseux. L'être humain, naturellement, est paresseux. Notre cerveau est fait ainsi. Le cerveau, par volonté de te protéger, va toujours t'amener à éviter le danger. Mais c'est le rôle du cerveau. Je veux dire, le cerveau va t'éviter le danger. Et cette tendance à vouloir t'éviter le danger va faire qu'il va toujours t'amener. C'est pour quand tu te lèves le matin, ton cerveau te dit non, reste au lit. Or, tu sais bien que c'est pas ce qu'il y a à faire. Mais le cerveau va toujours. En fait, il est toujours dans la zone de confort. Il faut que tu restes dans la zone de confort. Il faut que tu restes sous la couette. Il faut que... Et ça fait que dans ta vie, de manière générale, si tu veux réussir, hein, c'est pour ça qu'on parle souvent de mindset. Il va falloir que tu ailles à l'encontre de ton cerveau. Que tu ailles là où il te demande de ne pas aller, en fait. Que tu le reprogrammes pour qu'il ne voit plus le danger comme quelque chose à fuir, mais plutôt qu'il accepte que c'est là qu'il y a le bonheur, c'est là qu'il y a la satisfaction. Et ce qui bloque beaucoup de gens, c'est le mindset, c'est la perception qu'ils ont de la vie, l'envie qu'ils ont de réussir. On a envie de beaucoup de choses en même temps. Moi, je dis souvent que ce que tu décides de faire, c'est l'envie la plus forte. Tu peux avoir envie de manger, mais tu as envie de manger un dessert et tu sais que c'est pas bon pour toi. Tu as décidé que tu n'allais plus manger de sucre, que tu n'allais plus manger de dessert. Ou alors tu as déjà mangé même un dessert, mais tu veux prendre un deuxième. Et tu sais que c'est pas bon. Qu'est-ce qui se passe? À la fin, c'est l'envie la plus forte qui va gagner. Il y a l'envie de manger et il y a l'envie de ne pas manger. Qui va remporter le truc? Parce que parfois les gens te disent, oui, mais j'ai envie d'investir. Oui, c'est vrai. Mais ton envie de ne pas investir est plus forte que ton envie d'investir. C'est pour ça que tu n'investis pas. J'ai envie de faire tel truc. Oui. Mais si tu ne le fais pas, c'est que ton autre envie
est plus forte que l'envie que tu as d'investir, que l'envie que tu as de te lancer dans l'immobilier. Le jour où ton envie d'investir, parce que tu vas prendre conscience de quelque chose, va être plus forte, tu vas le faire. Tu vas te lancer. Mais tant qu'il n'y a pas un déclic qui fait que que l'une des envies devienne plus forte que l'autre, tu ne feras rien. Par immobilisme, par tout ce que tu veux, ainsi de suite. Ça me permet de chuter justement sur ton livre dont le titre est L'urgence d'entreprendre. Oui, C'est bien ça? oui. Pourquoi ce livre-là? Ah, c'est le premier d'une série de livres. Parce que je pense que l'écriture est un excellent moyen de transmettre ton parcours, ton histoire, pour inspirer un maximum de personnes. Et que nous, malheureusement, nous écrivons très peu. Nous, les Noirs, hein, la communauté, on écrit très, très peu. On dit qu'on est de tradition orale. On parle, mais on écrit très peu. Et c'est dommage, parce que du coup, beaucoup d'entre nous n'ont pas tes maladies. Quand un vieux meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Eh bien, écrire, c'est un moyen de laisser ta propre histoire racontée par toi-même à de futures générations. Parce que si tu ne racontes pas ton histoire, d'autres la raconteront pour toi. Et donc, moi, l'idée d'écrire des livres, c'est mon moyen à moi de pouvoir laisser une trace de ce que j'ai fait, de ce que j'ai vécu. Dans ce premier livre, je explique pourquoi je suis rentré en Afrique. Qu'est-ce qui a fait que j'ai quitté une carrière d'ingénieur en France pour rentrer en Afrique? Dans la première partie. Dans la deuxième partie, qu'est-ce que j'ai trouvé sur place? Comment ça se passe réellement sur place? Parce que je ne dis pas tout. Sur Internet, quand on demande ce que certaines personnes pensent, je ne dis pas tout. Il y a de la censure, tu évites des problèmes. Oui, Oui. oui, bien sûr. Il y a beaucoup de choses que je ne dis pas parce que les poèmes que ça va créer dépassent l'intérêt de faire plaisir à des abonnés. Donc, je ne dis pas. Et puis, de toute façon, si tu veux faire du business en Afrique, il faut être à un certain niveau très secret. Ah Ah, oui, en fait, les vrais trucs, même, je ne les dis pas sur Internet. Non, bien sûr que non. Non, les vrais trucs, des vrais business. non, je ne les dis pas. OK. Bien sûr que non, parce que il faut être hyper discret en Afrique. Je veux dire, et quand et c'est ce que tu dis aux gens, c'est, mais je choisis ce que je dis. Je choisis ce que je dis. Donc, c'est parce que je sais très bien que il ne viendrait jamais à l'esprit de dire que j'ai fait tel truc ou j'ai vu tel. Non, parce que enfin, si tu fais ça, tu te grilles complètement. Je veux dire. C'est vrai qu'on ne te voit jamais avec, dans des événements ou avec des Non, personnalités ou avec des personnes connues. non, c'est pas nécessaire. C'est absolument pas. Parce que c'est un monde hyper discret. Et donc, justement, dans le livre, j'explique ça. C'est quoi les codes pour réussir en Afrique. Et puis, dans la troisième partie, je parle des problèmes qu'il y a. Parce que beaucoup d'entre nous sont bloqués par rapport à certains problèmes. La corruption, le tribalisme. Je parle de ça. Parce que ce sont des vrais freins. Mais à chaque fois, j'explique comment contourner ça. Parce que ça se contourne. Donc, en fait, c'est un peu une sorte de guide, quoi. Je suis rentré en Afrique depuis quelques années maintenant. Voilà comment ça s'est passé. Voilà ce que je fais au quotidien, ainsi de suite, quoi. Hmm. Wow. OK. En tout cas, comment est-ce qu'on fait pour se... Il est sur Amazon, l'urgence d'entreprendre en Afrique, Philippe Simon. Vous tapez Philippe Simon, de toute façon, ou l'urgence, parce que si vous ne savez pas retrouver tout le titre, tapez juste Philippe Simon et vous allez voir le livre. Il est sur Amazon, donc il y a des gens qui l'ont ici au Canada, aux États-Unis, enfin, ils se commandent, quoi. Wow. En tout cas, c'était très intéressant tout ce que tu as partagé parce que je pense qu'au-delà de juste savoir comment gagner de l'argent, il y a tout tout un pan en arrière. Il y a le volet mindset, il y a le volet pouvoir travailler, comprendre comment faire pour aller à un autre niveau. Et tu nous as partagé ça aujourd'hui. Merci beaucoup. J'aimerais savoir, Philippe, oui, tu as dit il y a des business, tu n'en parles pas encore, mais tes activités, tes prochaines activités, si on veut te suivre, on veut savoir l'évolution de Philippe dans les prochains mois. Oh, je l'ai dit, moi, mon focus, mon plan est très clair, hein. Je veux faire deux choses. Je veux faire de l'immobilier, je veux faire de l'industrie. Et en accessoire de ces deux-là, je veux faire de la formation. C'est-à-dire, tout ce que je fais autour qui n'est pas dans ces deux trucs-là est périphérique et est vraiment momentané. C'est pour le moment que je le fais. Par contre, ce que je veux faire sur du long terme, c'est de l'immobilier, c'est de l'industrie et c'est de la formation. De l'immobilier en Amérique du Nord, au Canada, éventuellement. Là où ce sera possible. Moi, j'ai Mhm. pas de problème. Après, je vais être un peu comme Dangote. Il y a tellement de choses à faire en Afrique que je n'ai pas fini de faire là-bas pour aller. Parce que, comme je dis, tout se fait par phase, quoi, et par niveau. Moi, j'ai vécu en Europe. Je n'ai pas vécu en Amérique du Nord. J'ai vécu en Europe. Même si je dis souvent que si j'avais vécu en Amérique du Nord, je pense que je serais 10 fois plus riche. Je gagnerais Voilà. beaucoup plus d'argent parce que je ne comprends même pas beaucoup de gens qui sont ici et qui.
et qui ne sont pas encore à un certain niveau de finance. Tu vois. Mais tu vois, c'est ce que je disais, c'est tout la même chose. Il faut prendre conscience de, de, de la terre d'opportunité dans laquelle on est. Et il faut vouloir. Il faut vouloir suffisamment devenir riche et payer le prix qui va avec. En fait, les gens, et c'est ça le paradoxe, les gens sont très paresseux. Les gens ne font pas beaucoup d'efforts. Et je vais terminer en disant ça. Je ne connais personne qui a pris le succès de l'enrichissement très au sérieux et qui n'est pas devenu riche. Je connais personne. La plupart du temps, les gens ont des belles intentions, mais ils ne sont pas dans le concret. Les gens qui sont dans le concret de la recherche, de l'enrichissement, ils parviennent toujours à la fin. Parce que l'une des caractéristiques des gens qui réussissent, c'est la résilience. Peu importe le nombre de fois qu'ils tombent, ils se relèveront. À partir du moment où quelqu'un a cette qualité-là, il va réussir. Si à chaque fois qu'il tombe, il se relève, c'est sûr qu'il va réussir. Ça, c'est même mathématique. Il finira par réussir. Comme c'est que certains d'entre nous, quand il est tombé une fois, Mais il y a des chutes aussi qui anéantissent, hein, ou presque. non, il n'y a pas de chute qui anéantissent, justement. Tu peux toujours, on l'a vu, Toujours se relever. tu peux toujours te relever. Maintenant, quand tu commences à faire du business, tu sais aussi qu'il vaudrait mieux éviter certaines chutes. Il vaudrait mieux tomber d'un étage que de tomber de 10 étages. Parce que dans le business, tu dois te structurer pour que si tu tombes même, tu tombes Il y a d'un des filets de étage. sécurité à Voilà, chaque étage. C'est ça. ça s'apprend. Exact. Et comme justement dans l'immobilier, là, tu ne mets pas tous tes œufs dans le même panier. Tu ne Ça mets pas s'apprend. tous tes immeubles dans la même incorporation. Voilà. Philippe, tu as une conférence qui s'en vient Oui, à Montréal, mais aussi à plus tard Laval. en septembre. Ah oui, à Paris et à Montréal. Ok, oui, oui, c'est Est-ce vrai. que tu peux nous en parler? Oui, 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 bien sûr. Je fais annuellement une formation, une conférence ici au Canada. Et cette année, je suis là pour ça aussi. C'est le 14 juin. Ce sera au Sheraton de Laval. Sur le thème de les meilleures opportunités et les niches dans lesquelles on peut investir en Afrique quand on vit au Canada. Donc, c'est le 14. Le 21, je vais aux États-Unis pour faire la même formation dans le Maryland. Et en septembre, j'organise Back to Africa, qui est un événement qui est streamé. Il faut que les gens le sachent. Vous n'êtes pas obligé de venir en France. Vous pouvez le suivre depuis le Canada. Et on fait des tarifs très accessibles cette année parce qu'on veut qu'il y ait des milliers de personnes qui suivent cet événement à distance. Back to Africa, c'est l'événement annuel qu'on organise autour du business en Afrique. Je fais venir plusieurs experts, entrepreneurs à succès de la diaspora qui sont rentrés en Afrique et qui viennent former la diaspora. Comment on s'y prend pour réussir là-bas quand on a été de la diaspora? Parce qu'on le sait, quelqu'un de la diaspora a un mindset totalement différent de quelqu'un qui est au pays et qui n'est pas sorti. Et s'il ne se réadapte pas, il ne va pas y parvenir. Donc, c'est important que les gens qui ont fait cette réadaptation-là viennent pour expliquer comment ils l'ont fait, dans quel secteur, et comment les autres peuvent aussi faire la même chose. Et donc, cette année, c'est les 11 et 12 octobre au Palais des Congrès de Paris, pour ceux qui seront en présentiel. Et c'est drôle parce que chaque année, on a des gens qui viennent du Canada, des États-Unis, de la Chine, pour le week-end, et ils repartent. Mais ceux qui ne pourront pas être là peuvent quand même suivre ça à distance. Et toutes nos formations sont sur notre site investiropayis.com. Il y a un onglet conférence. Et quand vous allez sur l'onglet conférence, vous voyez chacune des dates avec les liens. Je compte bien y être cette année. À Paris? Oui, définitivement. C'est là. L'année dernière, j'y étais presque, mais je revenais de l'Afrique, fait que j'ai juste traversé. On t'attend. Donc, voilà. En tout cas, merci beaucoup, Philippe, d'avoir passé cette heure-ci avec nous. Est-ce que tu as un mot de la fin que tu aimerais adresser à tous ceux qui veulent investir au pays, réussir en général? Ouais, juste que déjà, il faut juste. Moi, je considère qu'on n'a qu'une seule vie. Et ce serait dommage de partir avec des regrets. Il y a une étude qui avait été faite auprès de personnes qui étaient en fin de vie, dans laquelle on leur demandait leur plus gros regret. Des gens qui étaient malades, quoi. Et tous ont parlé des choses qu'ils n'ont jamais osé faire. Ils n'ont jamais parlé des choses qu'ils ont échoué. Ils ont parlé de tel voyage qu'ils ont toujours voulu faire, ils n'ont jamais fait ce voyage. De tel projet qu'ils ont voulu lancer, qu'ils n'ont jamais lancé. Et je me dis, c'est dommage de vivre avec parce que c'est des trucs qui te pèsent en plus. Beaucoup d'entre nous, plus tu prends de l'âge, et plus certaines choses te pèsent dans ton cœur. Parfois même, c'est quelqu'un de ta famille que tu n'as pas vu depuis, que tu dois aller voir. Mais et s'il arrive en tout cas à cette personne, tu vas mal le vivre. Et donc, je pense que il faut faire ces choses-là. Il faut aller au bout de ces idées-là. C'est pas grave si ça ne marche pas. Mais au moins, tu auras la satisfaction de j'ai fait de mon mieux, ça n'a pas marché. Et à la fin, on est sur cette terre pour vivre des aventures.
Ce sera une aventure que tu auras vécue et qui va forcément t'enrichir. Elle t'enrichira en connaissances, elle t'enrichira en réseau, elle t'enrichira en compétences. Tu ne ressors jamais le même d'un projet entrepreneurial. Jamais, jamais. Donc, je dirais aux gens, lancez-vous. Vous n'avez qu'une seule vie. Essayez des choses, rendez votre vie passionnante, sortez de la monotonie dans laquelle le système veut vous faire être, qui fait que ta vie est planifiée de 25 ans, quand tu as ton diplôme, jusqu'à 60 ans au moment de ta retraite. Et c'est quand tu es à la retraite fatigué, faible, qu'on te dit que tu vas commencer à profiter de la vie. Pourquoi ce schéma? Pourquoi ce schéma? Eux-mêmes, ils ne font pas ce schéma-là. Ils ont fait la politique, ils font les mandats, ils ont les plus gros salaires, et ils nous disent qu'il faut faire 40 ans. Pourquoi accepter ce schéma? Donc non, au contraire, il faut se révolter contre ça et décider soi-même. Et je crois que c'est la plus belle des choses. Décider comment tu veux vivre ta vie. Ne pas laisser le système déterminer pour toi comment tu dois vivre ta vie, à quelle heure tu dois te lever. Parce qu'en fait, quand tu es dans le système détermine tout pour toi. Il détermine à quelle heure tu te lèves, à quelle heure tu dors, parce qu'il faut que tu sois debout tôt, dans quel quartier tu dois habiter pour être proche du boulot. Le système détermine tout pour toi. Et ça, bien évidemment, c'est une forme d'esclavage. L'un des trucs qu'on fait avec le business, c'est que ça te redonne de la liberté. Là, je suis au Canada maintenant, j'ai choisi de venir à cette date. L'année dernière, j'étais là en octobre, je crois. Mais j'ai trouvé qu'il faisait trop froid. Je me dis, pourquoi venir en octobre? Je vais venir plus tôt cette année. Je viens en juin. Et là, j'aime bien le fait de venir là maintenant. Il fait jour, il fait beau. Tu vois Montréal. Il n'y a pas encore de canicule. Voilà, donc tu vois, moi, je trouve que le mois de juin est parfait. Donc je crois que je vais revenir clairement les mois de juin. Mais tu vois, c'est parce que mais c'est moi qui décide, tu vois. L'année d'avant, je venais avec ma famille, ma femme, les enfants. Donc, tu décides, quoi. Tu décides de ta vie, de comment tu veux la vivre, de ce qui est important pour toi. Si on veut aller demain à Zanzibar, ben on va à Zanzibar. Si on veut aller à Bali, on va à Bali. Enfin, je vous dis. Et là, tu vois, pour moi, là, tu vis vraiment. Parce que parfois même, tu es dans le système, tu gagnes de l'argent, mais tu ne peux pas le dépenser. J'en parlais avec un ami tout à l'heure par rapport aux États-Unis, là où les gens gagnent de l'argent. Mais tu ne peux pas le dépenser parce que tu es tout le temps en train de travailler. Donc, à la fin de la journée, si tu te tues à travailler pour après payer des médicaments, quel est l'intérêt? Donc, il faut que les gens apprennent à ne pas accepter que le système les emprisonne dans des schémas, mais qu'ils sachent qu'ils peuvent eux-mêmes reprendre le contrôle de leur vie. Tout à l'heure, à l'aéroport à Paris, j'ai rencontré un monsieur qui m'a reconnu. Et je lui ai dit, mais alors quand est-ce que vous lancez votre projet? Il me dit, non, ça, c'est pas pour moi, ça. Et ça m'a fait mal. Je lui ai dit, mais pourquoi vous dites ça? Il me dit, non, moi, j'ai 59 ans. Je lui ai dit, mais attendez, il y a tellement d'entrepreneurs qui ont lancé des projets à plus tard que ça. Le gars de KFC, par exemple. Vous voyez bien que dans le KFC, on met quelqu'un qui a une barbe blanche. Il a commencé très tard, ce gars-là. Mais il y a d'autres entrepreneurs comme ça qui ont commencé très tard. Il m'a dit, ouais, mais non, mais moi, je suis de la Guadeloupe. Chez nous, à part l'immobilier, on ne peut rien faire. Je lui dis, ah, il y a déjà l'immobilier quand même qu'on peut faire. Donc, il y a quelque chose. Il me dit, oui, mais moi, j'attends ma retraite. Tu vois, tout ce que je lui disais, il me contrecarrait avec un truc négatif. Ça m'a tellement attristé parce que je me suis dit, mais il est la preuve concrète du fait que c'est nous-mêmes qui nous mettons des barrières. Nous-mêmes. Et je trouve que c'est dommage de vivre sa vie comme ça, sans pleinement explorer son plein potentiel, quoi. Moi, je veux partir de cette terre en ayant la satisfaction de je suis venu, j'ai vu, j'ai vécu, j'ai vaincu, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et je suis reparti tranquille. Je veux dire, le jour où tu pars, tu dis, ok, d'accord, c'est quoi? Bon, je suis prêt. Ouais, ce fut un bon séjour. Avec ses périples, ce fut un bon séjour. Donc, je vous le souhaite, quoi. Ne subissez plus la vie, devenez acteur de votre changement. Wow. Ben, on termine là-dessus. C'est une très, très belle fin. Merci beaucoup, Philippe. Merci à toi, Christelle. Merci. Et à tous ceux qui nous suivent, n'oubliez pas de vous abonner et d'aller dans la description pour suivre tous les liens des conférences à venir. Et voilà, on se dit à très bientôt.